bienvenue. Hugues, nous allons parler d'abord du LISRA, sa composition, parce que vous me dites, nous, on n'est surtout pas universitaires, donc attention, on travaille avec des acteurs du terrain, des locaux, des personnes engagées. Alors une explication sur le LISRA, si vous voulez bien, en quelques mots. Je laisse Nicolas introduire. Ah, c'est Nicolas, ok. Est-ce que ça marche? Oui, ouais. Ça marche. Nicolas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci aux amis et collègues de Peuple et Culture et de la Palette de nous rejoindre dans ce moment-là. Alors, le LISRA, je crois qu'on n'a que 25 minutes, donc il faut faire attention. Là. Ouais, attends, on n'avait pas vraiment... C'est moi qui décide. Hein. Ok, d'accord. Ça commence déjà, 25 minutes, on va voir. On va et voir. c'est pas 25 minutes d'un bloc, hein. Oui, oui. Parce que tout le monde va s'en aller. Ok. Eh bien, très bien. Dans ce cas-là, on va prendre le temps. J'espère que vous en avez. En fait, on a fait le choix avec en répondant à la possibilité de faire cette étude, notamment en Limousin, on a fait le choix de partir de la recherche-action. On pourrait vous parler de recherche-action pendant très très longtemps et de l'histoire du LISRA. Juste, je vais essayer de replacer quelques points pour vous montrer en quoi l'histoire du LISRA connecte et notre démarche connecte avec les enjeux, notamment de l'éducation populaire. D'abord, on a fait le choix de la recherche-action dans l'idée que les acteurs associatifs pouvaient être reconnus comme producteurs de savoir depuis leur pratique, produire du savoir depuis leur pratique. Alors, les reconnaître comme producteurs de savoir, c'est d'une certaine manière les légitimer dans leur capacité à poser une analyse critique des rapports sociaux, des rapports économiques qui les traversent. Bon, être en capacité de poser une analyse critique, ça change pas forcément le monde, mais en tout cas, pour nous, c'est une des conditions pour que les choses puissent bouger. Et si on est sur la question de l'éducation populaire, le but est bien, à un moment donné, quand même, il me semble, je vais pas réviser toute mon histoire de l'éducation populaire, mais je crois quand même pas trop dire de bêtises, si je dis que l'émancipation et la transformation sociale sont au centre des mouvements d'éducation populaire, que ce soit les grands mouvements ou les associations. Alors j'ai bien entendu, entre les petites et les grosses, c'était compliqué, fallait pas les nommer comme ça. En tout cas, les associations qui s'en réclamaient. Donc, produire du savoir depuis les pratiques, voilà un petit peu un des grands traits de la recherche-action, ce qui pose au moins deux enjeux. D'abord, un enjeu par rapport à l'éducation populaire, cette idée de la transformation sociale, de quels moyens on se dote pour que l'échange bouge économiquement, socialement, etc. On voit qu'en ce moment, il y a des mouvements sociaux qui sortent de partout depuis 3-4 ans. Ah bon ? La séquence est... Oui. La séquence est assez longue. On voulait qu'on parle des mouvements sociaux. Et donc là, il y a clairement des volontés de transformation. Est-ce que les associations prennent une place dans ces mouvements sociaux ? Est-ce qu'elles en ont les moyens ? Et nous, une des hypothèses qu'on pose, puisqu'il était question d'hypothèse aussi dans l'introduction, une des hypothèses, c'est que pour avoir les moyens de transformer, il faut être reconnu comme aussi producteur de savoir, producteur de connaissances, depuis les pratiques. Et donc, c'est-à-dire que le savoir puisse émerger du bas, de la vie, des localités, du terrain, et pas uniquement descendre d'en haut. C'est peut-être la petite phrase où Hugues a dit on n'est vraiment pas universitaire. Ce qui n'est pas sympa pour les autres. C'était pas forcément sympa pour les universitaires, parce que j'imagine que certains ou certaines universitaires pensent effectivement vraiment faire partir les choses du bas. Donc on ne veut pas rentrer dans une guerre avec l'université. Là, c'est pas l'objet. Mais par contre, simplement pour signifier, s'il y a un enjeu en termes de transformation au niveau de l'éducation populaire, il y a aussi un enjeu en termes de recherche. Donc notre démarche pose ces deux enjeux, c'est-à-dire à la fois, est-ce que les associations sont capables de produire du savoir, capables de transformer leurs pratiques, et en même temps, on pose aussi d'autres manières de faire de la recherche en légitimant les uns et les autres, et les unes et les autres, comme étant producteurs et productrices de savoir. Et le deuxième enjeu, je dirais que ça nous amène finalement, alors on détourne un peu la commande, on va l'assumer un peu en public, ça nous amène finalement moins à produire des modèles avec ce qu'ils ont de reproductible, peut-être aussi d'universel, mais plutôt de partir de référentiels. C'est-à-dire que si les acteurs associatifs produisent du savoir, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de produire de nouveaux référentiels qui correspondent à leur expérience vécue. Et donc c'est plutôt de référentiels
on va dire populaire, pour le dire vite, ou pour le dire autrement, en tout cas, partant des acteurs associatifs et actrices associatives, que nous partons plutôt que dans la production de modèles reproductibles. Hugues, si tu veux en rajouter une couche. Pour terminer sur l'intro et puis engager le débat avec les associations, donc je vais pas... Nicolas t'a très bien dit, bon, en fait, pour dire les choses autrement, on essaye de poser un décentrement justement aussi bien par rapport au pôle de production de savoir qu'au pôle de transformation sociale. Pour nous, c'est la même nature de déplacement. Donc, ce n'est pas contre l'université, mais se dire qu'est-ce qui se passe effectivement quand on sort du champ institutionnel et qu'on produit, que c'est la société civile qui produit du savoir. Et en quoi, effectivement, c'est un enjeu socio-politique. Et pareil, qu'est-ce qui se passe quand qu'on descende par rapport aux logiques sectorielles, par exemple associatives, et qu'on crée ce que nous on appelle un peu des zones autonomes de réflexivité, ou un autre terme qu'on utilise depuis maintenant une quinzaine d'années, cette notion de tiers espaces. Voilà. Qu'est-ce qui se passe effectivement quand on invite des acteurs, qui soient des chercheurs ou des acteurs associatifs, à se déplacer et à créer leurs propres espaces autonomes de pensée et d'action. Et notre hypothèse, c'est de dire que là, effectivement, il se produit des choses intéressantes, aussi bien en termes de production de savoir qu'en termes de transformation sociale. Alors, on proposait en fait de diviser en deux parties les échanges avec les associations. Une première partie, c'est justement comment on ouvre ces espaces réflexifs et ce que ça vous a apporté, en quoi effectivement c'est un enjeu intéressant. Et deuxième partie, c'est une partie, on pourrait dire, plus stratégique ou politique. C'est effectivement à partir de quoi des axes d'expérimentation peuvent se développer à partir de cette recherche-action. Pour la première partie, donc très rapidement, donc pour nous, on va pas être trop méthodologique, mais dire une manière d'ouvrir ces espaces. Je vous arrête si vous êtes trop méthodologique. Voilà. Une manière, en fait, c'est toujours une invitation de rentrer dans la recherche-action, mais j'ai envie de dire, en cela, on ne s'éloigne pas de la démarche d'éducation populaire, que ce soit l'entraînement mental de Peuple et Culture ici présent ou d'autres. C'est d'inviter effectivement les acteurs à adopter cette posture réflexive en prenant un temps d'entretien avec eux et donc d'un croisement de leur parcours d'expérience. Et deuxièmement, les inviter à créer au sein de leur structure un espace justement où ils prennent le temps, qui ne soit pas soumis justement aux contraintes de la logique, par exemple d'ingénierie de projet, où ils prennent le temps de cet espace réflexif, où d'une certaine manière ils s'automissionnent d'un travail de recherche-action. Donc pourquoi ces espaces réflexifs, Nicolas ? Pourquoi ces espaces réflexifs ? Ce qu'on pressentait un petit peu, mais ce qu'on a vu dans les associations souvent, c'est que l'activité associative est souvent déterminée par l'économie. Quand on dit déterminé par l'économie, il faut peut-être préciser un petit peu, parce que ça peut paraître comme une évidence. C'est à la fois bien sûr la pression financière, le contexte de manque de subventions, de recul des financements publics, etc. Mais c'est aussi une culture économique. La détermination économique passe par la culture de l'économie. La culture de l'économie, on peut la retrouver notamment dans les méthodes de management. On a vu que les associations étaient assez perméables aux méthodes de management, qu'on pourrait appeler les nouvelles méthodes de management, à la culture de la gestion aussi, et de l'évaluation quantitative. Donc on englobe dans l'économie, alors il faudrait définir plus précisément, mais on englobe toutes ces tendances. Et donc... Nicolas, excusez-moi, c'est le terme qui fâche, l'économie, parce que j'essaie au fur et à mesure de décrypter ce qui se passe, les tensions qui sont provoquées. L'économie, c'est un terme qui fâche ou qui commence à être assimilé ? Dans le secteur associatif, évidemment. Ouais. Moi, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui est plutôt assimilé. On nous pose une étude sur les modèles socio-économiques, donc je crois que... Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça. Peut-être pas, alors on pourra ouvrir, c'est avec plaisir qu'on en discutera. Disons qu'on a quand même dans les associations une injonction économique qui est très pressante, et quand bien même il y aurait une critique politique faite et historiquement dans l'éducation populaire de la place de l'économie dans les associations, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément en capacité, elles ne sont pas forcément assez puissantes pour s'extraire des injonctions économiques en tout cas, et que d'une certaine manière elles les subissent. Alors que ça fâche ou pas, je ne sais pas si c'est le plus important. Vous voulez dire que ça peut ralentir
ralentir leur mission. Alors, là, c'est un peu là où on voulait en venir, c'est-à-dire que ça peut carrément détourner le sens, effectivement, de l'activité au quotidien. Pour un exemple que beaucoup d'associations connaissent, c'est à quel moment, en fait, on fait un travail qui nous paraît bien fait, qui nous paraît fini et qui nous paraît aller dans le sens de la transformation sociale, ou à quel moment on fait un travail qui permet simplement de faire survivre la structure, qui permet de payer les salariés, etc. Et donc, forcément, quand il y a des salariés, quand il y a une économie avec des gens qui mangent grâce à ça, forcément on est perméable aux injonctions économiques. Je ne suis pas du tout en train de conclure qu'il ne faut plus de salariés dans les associations. Par contre, du coup je bâcle un peu ma partie, vous me permettrez. Simplement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut retrouver le temps pour justement pouvoir lutter contre ces injonctions. Et ce temps-là, c'est un temps, c'est ce qu'on appelle ce temps réflexif. Donc le pourquoi des espaces réflexifs, c'est justement c'est une des conditions déterminantes pour pouvoir lutter contre les injonctions économiques et la pression économique au quotidien, qui elle a son temps serré à elle, son temps, le temps des appels à projets, le temps de l'évaluation, etc. Donc tout est rythmé et tout s'accélère de ce point de vue-là. Donc comment reprendre un temps long plus dans la durée, comment remaîtriser le calendrier, etc. Je voulais pas être trop long, mais l'idée en fait c'est qu'on voit bien qu'il y a une tendance aux associations à s'adapter aux aléas de l'économie et à se rendre économico-compatibles. Donc pour pouvoir échapper à cette tendance-là, c'est comment faire un pas de côté, comment se décentrer, ce que disait Hugues, comment prendre du recul, comment sortir de la tête du guidon. On a eu dans beaucoup d'entretiens, nous on a la tête dans le guidon, comment sortir la tête du guidon pour penser ce qui nous arrive et puis finalement avoir un peu prise sur le cours des événements et pas uniquement les subir. Donc voilà un petit peu la proposition du pourquoi du comment des espaces réflexifs. Et dans le trio du Lisseret, Grégory Sier ne parle pas. Il en a sous la pédale, je crois. Oui, j'ai cru comprendre. Grégory, vous originaire de stéphanois dans le Livradois. Vous avez vu d'ailleurs la grêle que les agriculteurs ont pris sur la tête là, ce matin. Enfin bon, c'est autre chose. On ne rentrera pas dans le problème du dérèglement climatique, mais en tout cas, pour rejoindre sur ce que disait Nicolas, c'est aussi l'économie qui est vécue différemment par les associations. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets sociaux. Côté socio-économique, il y a le côté social qui nous a beaucoup intéressés. Et il y a des problèmes sociaux qui touchent les gens sur les territoires, liés au territoire. Justement, c'est ça qu'on a beaucoup aussi, on va en parler après, mais notre étude a beaucoup axé sur l'aspect territorial. Et de nouveaux problèmes dont se saisissent les associations, des champs tout à fait nouveaux que l'association d'éducation populaire s'intéresse et s'approprie des problèmes, et auxquels les modèles économiques dominants ne correspondent plus. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple sur le plateau, nous c'est la question de la forêt, par exemple. On rentre dans aucune ligne budgétaire ou dans forcément aucun appel à projet qui est lié par rapport à ça. Donc les associations se saisissent de nouveaux problématiques. C'est en cela aussi que l'approche purement économique ne rentre pas pleinement. C'est ça où c'est qu'on voulait critiquer un petit peu. Alors, la forêt, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? La forêt, c'est un bon sujet qui touche les habitants, en tout cas là où j'habite, sur le plateau limousin. Mais oui, c'est une forme de dépossession aussi par les modèles économiques de productivité industrielle. Et les habitants disent, nous, la forêt, c'est autre chose, on veut en faire autre chose. Et donc, c'est un sujet dont on se ressaisit. Il n'y a pas que la forêt, il y a d'autres questions très, très politiques intéressantes, comme la question des exilés, etc. Mais c'est des sujets que les habitants veulent rentrer en possession de ces sujets-là, de savoir comment on les administre nous-mêmes, etc. Donc, du coup, les associations là-dedans prennent part cette histoire, forcément, sont acteurs de ces histoires, et on a des nouveaux champs qui s'ouvrent. La forêt, c'est, oui, effectivement, d'autres moyens d'habiter ce territoire, d'habiter ces forêts, et d'en faire, effectivement, des activités pour travailler, mais pas uniquement. C'est-à-dire, on nous dépossède un peu de l'usage de ces forêts qui viennent d'être rasées. Là, en ce moment, on a une vague de coupe-rase. Si vous venez dans le Limousin, vous allez être frappé par ça. Ça, c'est l'ONF qui est obligé de renflouer sa trésorerie. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat. L'ONF est largement aussi privatisé, et donc on a tout un mouvement social qui est issu de ça. Mais voilà, un exemple concret, les habitants se ressaisissent des groupements d'achat, reprennent des gestions forestières, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et il y a eu des interventions, des événements qui sont passés sur, par exemple, les journées de la forêt, où des associations d'éducation populaire sont venues, et on a pris d'autres formes d'intervention aussi qui n'étaient pas habituelles sur ce qu'elles faisaient par le passé.
Et on retient une chose, c'est quand le grand système économique commence à s'effondrer, finalement, ce sont les habitants qui se réapproprient, comme on dit, leur territoire, comme s'ils en avaient été dépossédés auparavant à cause de la grande machine de production industrielle. C'est un peu ça, oui. Oui, Hugues. Je proposais qu'on justement donne la parole. Oui, moi, je vais le faire, mon capitaine. Non, parce que justement, le territoire est. On avait choisi justement le Limousin parce qu'on pensait qu'effectivement le territoire est aussi un des acteurs de cet enjeu-là. Et comment en fait, justement vous êtes approprié cet espace réflexif aussi bien en interne dans votre structure, mais aussi dans la manière aussi d'interroger votre rapport au territoire. Alors, Manette Sandier, on va rappeler quand même, donc présidente de Peuple et Culture. Non, je ne suis pas présidente. Vous n'êtes plus présidente? Non. Ils vous ont déchu de Absolument. ce pouvoir? Vous me donnerez Non, les noms. c'est un nouveau système d'auto-organisation. On est un collectif et il n'y a plus de président, il y a un représentant légal qui est tiré au sort. Et en fait, c'est toujours l'esprit de résistance qui reprime chez vous. Hein. On ne fait pas comme les autres. Enfin, j'ai beaucoup d'autres qui commencent à faire cela aussi. Ouais. Mais j'aime beaucoup la démarche parce que c'est une très vieille histoire. Donc, un réseau d'associations d'éducation populaire en Corrèze, né en 1951. Il y a une vingtaine d'associations en France, centaines de salariés, 3000 adhérents. Et vous me dites, nous, on n'est pas dans le systématisme. Les groupes Peuple et Culture naissent là où il y a des bonnes volontés. Oui, on peut dire que c'est à la fois une faiblesse parce que les associations ne sont pas réparties également sur le territoire. Et c'est à la fois une force parce qu'effectivement, les associations Peuple et Culture continuent à exister là où il y a une énergie pour le faire et des collectifs pour le faire. Quand on est socialement engagé et qu'on a une vieille histoire issue de la résistance et du maquis du Vercors, vous rencontrez, non pas des experts, parce qu'ils ne se présentent pas comme ça, mais des personnes qui viennent s'intéresser à votre mode de fonctionnement, qui vont peut-être vous dire, tiens, nous, on peut vous apporter des clés pour mieux vous orienter, répondre aux besoins de la population, inventer peut-être d'autres modes de relation à l'autre, quelle communication. Vous êtes toujours résistante, vous dites, qu'est-ce qu'ils vont m'imposer? Le modèle socio-économique, c'est une chose étrangère pour vous. Mais c'est incongru. En fait, disons qu'ils ne se sont pas pris comme ça, sinon on n'aurait pas été volontaire pour participer à l'expérimentation. et donc des modèles socio-économiques imposés du haut, je ne pense pas que ça puisse effectivement nous convenir, ni convenir à quiconque d'ailleurs. Mais le terme peut même vous irriter. Peut-être que si on n'avait pas connu de près un des acteurs de cette recherche, on n'aurait peut-être pas participé à cette expérimentation. Donc c'est important aussi les liens qui se tissent sur le territoire précisément avec des personnes qui sont en situation de recherche-action. Pour faire bref, Peuple et Culture, c'est l'art. L'art dans quel sens? Et c'est l'art comme vecteur de partage, oui. de vivre ensemble, et en particulier du cinéma. Oui, parce que lorsqu'on parle d'espace réflexif, effectivement, il y a des espaces réflexifs internes et aussi vers l'extérieur. Mais pour nous, des espaces réflexifs sont aussi la nécessité d'être accompagné aussi par des réalisateurs de cinéma, par des artistes, par des écrivains. Parce que la question du sensible dans la réflexion et dans la pensée, qui est nécessaire, est quelque chose de dominant qui permet une transformation peut-être moins artificielle ou moins difficile pour nous d'abord et aussi pour les personnes avec lesquelles on travaille. Et donc vous parlez du cinéma, je pense qu'on a réactivé à Peuple et Culture Corrèze et aussi dans le réseau national des réseaux de diffusion du cinéma documentaire dans des lieux où le documentaire n'arrive jamais. Il ne s'agit pas seulement de diffusion du cinéma, mais il s'agit aussi, si le cinéma documentaire a eu une sorte de renouveau les 20 dernières années, c'est certainement à cause d'un vide du politique et que c'est devenu aussi un instrument de réflexion sur la société et sur son devenir. Et c'est un outil assez formidable pour l'éducation populaire. Il peut être dangereux, parce que l'outil peut devenir oui, bien sûr. Outil de propagande ou alors d'ouverture. Bien sûr, mais dans les choix qui sont faits, et
En plus, ce sont des choix qui sont faits en relation avec les personnes dans des petites communes. On n'est pas dans une situation de programmer, mais d'associer des personnes à la programmation des films. Et ça devient de véritables, sans pour autant instrumentaliser le cinéma, qui est un art, ça devient de véritables possibilités d'espace de réflexion, justement. Parce que le cinéma est un art beaucoup plus populaire que d'autres. Est-ce que vous avez peur, Manet, de perdre la fibre militante, ou en tout cas les membres de votre association? Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est... Aujourd'hui, dans les questions, les malaises sociaux, économiques que l'on connaît, quelle place a encore le militantisme? Donc le terme militantisme, vous savez, ça vient de militaire, donc c'est Oui. un terme qui n'épouse pas la totalité des formes d'engagement et d'action, je pense. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de formes hybrides entre ce qu'on peut appeler des formes d'engagement et par exemple, les salariés sont aussi, qu'ils soient à temps plein ou dans des situations précaires ou aussi dans des situations plus confortables, ce sont aussi des personnes qui ont une part de travail volontaire. Donc, par exemple, nous, dans notre association, il n'y a pas de distinction, même si ce n'est pas toujours facile, comme dans les vieux modèles, entre un conseil d'administration et des salariés, mais c'est des formules de collectif qui font que la pensée peut s'élargir, et surtout la recherche sur le territoire où on vit d'alliances qui sont des alliances. On a toujours cherché à s'allier avec d'autres sur le territoire, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des formes d'alliances qui sont différentes, moins classiques, avec une attention qui est apportée à tout ce qui émerge là où on vit. Donc, je peux vous dire, par exemple, que à force d'entendre, parce qu'on est une vieille association précisément, pendant très longtemps dans les assemblées générales, une plainte sur laquelle il n'y a pas de jeunes à papiculture, c'est une vieille association, etc., etc. Cette espèce de leitmotiv, nous on se dit ce qui est important, c'est précisément parce qu'on est une vieille association, parce qu'on a une assise sur le territoire, y compris dans les relations avec les politiques, dans une indépendance, hein, y compris aussi avec les acteurs de l'État dans ce territoire, une attention à tout ce qui peut émerger comme forme d'association différente. Les acteurs de l'État, lesquels? Oui, les acteurs de l'État, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les services de la DRAC, de la jeunesse, etc., qui sont aussi des personnes avec qui on construit lentement des complicités. Malgré l'explosion et le nouveau découpage administratif du pays. Oui, je crois que c'est important de les avoir construits et de continuer à les construire patiemment, parce que parmi ces personnes-là, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont attachées à la liberté des associations et à une évolution favorable à ces associations. Pour poursuivre la métaphore militaire, vous parvenez à régénérer vos troupes? Alors, on parvient surtout à les régénérer, comme je vous le disais tout à l'heure, en étant attentif sur le territoire à des alliances avec... évidemment qu'on sait très bien que c'est... de la même manière que les masses populaires ne vont pas fondre sur papiculture, la jeunesse ne va pas fondre sur papiculture. C'est une association trop ancienne, trop installée, etc. En revanche, l'attention qu'on peut porter à toutes les formes sur un territoire d'émergence. Je vous donne un exemple concret. Dans les années 80, on a été capable, en termes de réflexion, de mener tout un travail sur les transformations de la valeur du travail. Avec la pensée de Gorz, Méda, etc. Et donc on travaillait avec des ouvrages, etc., en auto-formation. Et un jour, je dis à Nicolas, ici présent, je crois qu'on n'est plus capable de faire ça aujourd'hui. Et en fait, le défi a été relevé, et ainsi que le travail sur la question du travail et de la place du travail, de la place qu'une certaine génération ne trouve pas, la génération de 20, 30, 40 ans ne trouve pas dans le travail, avec cette injonction forte de, il faut travailler. On sait très bien qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail, mais qu'en même temps, le travail se fait de plus en plus rare. Et interroger cette dimension-là dans un cycle qui a réuni pendant des mois et qui continue de réunir une quarantaine, par exemple, de personnes de générations différentes. Il y avait de la souffrance chez vous avant de rencontrer les membres du LISRA, les grandes questions, des malaises. Mais non, mais... Oui, absolument, ils sont capables de tout. Mais non, c'est un peu... les groupes d'action recherche sont un peu des thérapeutes. C'est-à-dire, c'est évident que les moments où il est possible de prendre du recul, et par exemple,
d'être soumis entre guillemets de manière volontaire à un entretien. Ce sont des moments extrêmement intéressants parce que souvent c'est l'inverse, c'est nous qui conduisons des entretiens avec d'autres. Et il y a la pression économique, comme vous disiez tout à l'heure, mais pas seulement. Il y a aussi une pression presque administrative. Vous savez qu'on doit de plus en plus répondre à des appels à projets, donc on passe énormément de temps à faire des bilans ou écrire des projets. Et ça, c'est du temps qui est pris sur le temps de réflexion. Alors, Peuple et Culture en Corrèze, à quel budget et gère comment ce budget? Un budget de 200 000 € environ, avec des financements assez classiques. Le ministère de la Culture, la DRAC, la région Nouvelle-Aquitaine. On n'a pas eu de conséquences de changement de région, mais aussi bien sûr avec l'aide du FONGEP pour les postes de travail. Je dois dire que je parlais tout à l'heure d'une construction assez patiente avec les représentants politiques, mais dans l'indépendance, je crois qu'on est la seule association en France où le poste FONGEP Culture est entièrement complété par la ville de Tulle. Bonne nouvelle. Marion, on va parler, Marion Bergogneau, on va parler de la Palette à Dun, le Palestel. Je les ai recomptés cette nuit, 1130 habitants. Oui, c'est ça. Dans la Belle Creuse. Oui. Association née en 99. Oui. Et Hugues ou Nicolas parlaient de tiers-espace. C'est intéressant, mais ils y reviendront. Alors vous êtes un tiers-lieu ou un tiers-espace? Ou le piège. On est un peu les deux. On est un tiers-lieu quand ça nous arrange, mais on est surtout un tiers-espace. Voilà. Quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, dans quel contexte? C'est aujourd'hui un mot qu'on remet un peu aussi en question, concrètement, nous les acteurs. Alors encore plus aujourd'hui avec ce qui s'est passé ce matin, et les annonces qui sont faites par le gouvernement. Mais c'est-à-dire que c'était un mot qui avait du sens, qui est un vieux concept, qui vient des États-Unis, et the third place, qui est plutôt la troisième place, d'ailleurs, qui n'est pas du tout le mot tiers-lieu, mais qui a été assez galvaudé ces dernières années avec ses objectifs très économiques, avec une vision de tiers-lieux comme des espaces de coworking ou bien... Alors en fait, nous, les tiers-lieux, en tout cas en Limousin, on les défend plutôt comme des lieux hybrides ou au croisement un peu de tout ça, de l'économie, de la culture, du social. On arrive à faire émerger des choses sur des territoires, quoi. Les tiers-lieux ruraux me semblent moins intéressés que les tiers-lieux urbains. Regardez Paris, maintenant les propriétaires de patrimoine immobilier ouvrent 3 pièces et disent on fait un espace de coworking, ça va être un tiers-lieu. Oui, bien sûr. C'est combien la demi-journée? Ça fonctionne comme ça. Il y a véritablement des entreprises qui prennent un monopole, comme ça se passe du côté de Saint-Lazare, en achetant plus de 7000 m², en faisant des grands espaces, on fait des tiers-lieux et du coworking. Vous, localement, vous avez quelle mission vous vous donnez quelle mission, quels objectifs? Est-ce que vous répondez aussi à des appels d'offres? Est-ce que vous êtes entendu par les élus? Est-ce que ça vous empêche d'être autonome, etc., etc. Alors nous, localement, on a un agrément centre social. Donc du coup, notre cœur de métier, c'est quand même la proximité, le lien social, etc. Et en fait, on a plutôt multiples activités. On est à la fois dans l'enfance, la jeunesse, accueil de loisirs enfants, accueil jeune, mais on a aussi tout un volet qu'on appelle pouvoir d'agir, donc accompagnement, facilitateur des initiatives citoyennes sur le territoire. On a un pôle famille, donc on est plutôt sur accompagner les familles ou les soutenir quand il y a besoin, mais aussi animer tout simplement le territoire avec les familles. Et puis on a un pôle qui est plutôt un pôle de service, on va le dire comme ça, qui est, nous on se donne aussi comme objectif de laisser personne au bord de la route numérique. Donc du coup on a un espace public numérique, maison de service au public, et on fait beaucoup d'accompagnement et on facilite et on rend autonome les gens, on fait de la médiation numérique et on rend autonome les gens. L'idée étant de ne pas faire à leur place quand c'est possible, parce qu'il y a certaines personnes qui malheureusement ne peuvent pas accéder à l'outil pour des raisons autres que matérielles, ou il y a des problèmes de compréhension de l'outil, etc. Mais c'était pareil avec le papier. Et donc on essaye de faciliter ça pour pas que les gens se perdent. Et puis on est aussi, et on s'est autoproclamé acteur du développement économique local.
Ça personne nous l'a demandé. Et donc on accompagne les professionnels dans leur implantation territoriale. Donc en leur offrant à la fois un espace de travail partagé ou un espace de coworking, mais aussi des box. Mais pas cher. Et pas cher du tout, puisque pour l'instant, tant qu'on n'a pas agrandi, c'est 30 € l'année, donc c'est vraiment pas cher. Voilà. Bon, ça va augmenter un peu, hein, parce que bon, il va falloir qu'on arrive à trouver quelques financements. Et puis, on a surtout l'animation d'un réseau de pros qui peuvent s'entraider sur pas mal de sujets. Et, Grégory parlait aussi des nouveaux venus et des migrants. Les immigrés, vous aussi, vous faites de l'accueil? Ouais, mais nous, c'est des migrants néo-ruraux. Ah. Ils viennent pas forcément d'autres pays, mais plutôt de régions, de la région parisienne ou de métropole. Et c'est vrai que on a un solde migratoire positif, donc c'est plutôt rare. Ça arrive en Creuse, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui n'empêche pas qu'on a quand même moins d'habitants qu'avant, hein, parce qu'on a quand même une population très vieillissante. Et du coup, on a énormément de personnes qui cherchent un nouveau mode de vie, qui cherchent à redonner du sens en fait. À leur vie, à la fois économique, mais aussi et surtout à leur vie personnelle. Et donc nous, l'idée, c'est ça, c'est de dire l'accompagnement économique, on ne sait pas faire. Par contre, nous, on peut vous aider à vous sentir bien ici. J'ai un doute, parce que vous dites, on s'est autoproclamé aussi acteur économique. On a même un rôle politique dans l'accueil de nouvelles populations, donc les néo-ruraux qui arrivent dans la magnifique Creuse. C'est le boulot des communautés de communes, ça. Ouais. Il y a les programmes européens, on a les programmes FEDER, LEADER, qui permettent, ou le Fonds social européen, qui permettent d'alimenter toutes ces missions qui reviennent au Comcom. Chez vous, elle abandonne la communauté de communes? Elle abandonne ou elle n'a pas commencé. Je ne sais pas, je pense qu'elle n'a pas commencé. Commencera-t-elle un jour? Je ne suis pas certaine, en tout cas pas avant les prochaines élections. Ça a été clairement affiché comme ça. Mais non, il n'y a pas de projet de territoire. En fait, suite à la loi NOTRe, il y a fusion de 3 communautés de communes et effectivement, il n'y a aucun projet de territoire. Il n'y a aucune vision, mais même en ce qui concerne l'enfant-jeunesse, on a une convention avec eux, pluriannuelle, qui est remise en cause, où les financements ne sont pas à la hauteur de ce qu'on nous demande de faire. Donc là, on est dans un... Et d'où le fait qu'on soit allé vers cette étude avec le LISRA aussi, c'était de se repositionner dans notre posture politique, le sens du projet et comment le modèle socio-économique et surtout économique donne du sens au projet aussi. C'est-à-dire que ne plus être dans une commande publique et s'obstiner à répondre à des appels à projets et aux commandes publiques des collectivités locales, même s'il n'y a pas de l'appel à projet, ça existe. Pour prendre du temps à un moment où finalement on vit une crise assez importante, humaine, financière, territoriale aussi. Donc c'était le temps on va s'arrêter, même si c'est dur et que on ne sait pas si on finit l'année, donc ça c'est en juillet. On va s'arrêter et on va prendre le temps de se dire qu'on a envie de continuer et comment on a envie de continuer et pourquoi on a envie de continuer. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Il se passe des choses extraordinaires parce que vous m'avez expliqué que vous avez subi, on va dire comme ça, une fusion de 3 communautés de communes qui regroupent 47 communes, 25 000 habitants. C'est problématique parce qu'on change un peu d'interlocuteur et puis on vous oublie. Sauf qu'il y a un projet d'agrandissement du tiers-lieu qui va être financé par la Comcom. C'est extraordinaire, hein. Ouais, c'est magnifique. Oui, c'est ça tout le paradoxe. C'est qu'en fait, la communauté des bons maçons, c'est pour ça, ils ont des fonds pour l'investissement. Le président de la Comcom a une entreprise de BTP. Non, il fait du droit notarié. C'est peut-être pour ça. Oui, tiens, il y a une explication. Non, en fait, c'est un projet qui a été monté avec l'ancienne communauté de communes avec qui on travaillait plutôt bien. Et du coup, c'était un vrai projet de territoire. Et c'est pour ça qu'on a tous ces services-là, en fait, qui pourraient relever d'une intercommunalité en direct. Et nous, on s'est réapproprié les choses un peu différemment en repensant tout ça. Mais avec l'ancienne intercommunalité, c'était vraiment un travail de territoire, main dans la main, en se disant comment est-ce qu'ensemble, on arrive à faire un projet de territoire. Et avec cette nouvelle intercommunalité, nous, notre territoire d'action, il reste à peu près le même, une petite vingtaine de communes autour de Dun-le-Palestel. Mais par contre, la Comcom a un territoire qui est 3 fois plus grand et des problématiques dont je ne sais même pas s'ils les ont identifiées. Donc du coup, je ne sais pas sur quelles problématiques ils travaillent en ce moment. Je ne sais pas trop. Pourtant, ils devraient vous écouter parce que c'est vous qui les identifiez. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, avant de vous laisser partager, réfléchir, méditer, pas ruminer, j'espère,
et avant que vous interveniez. Deuxième phase, les outils qui ressortent. Alors Hugues, à partir de ce travail d'approche des associations et des structures agissantes du Limousin, vous avez pu produire quel type d'outils ? Alors, donc voilà, l'idée, c'est à partir de ces espaces réflexifs qu'on a entamés, en sachant que, vous l'avez compris, on s'inscrit dans une durée. Donc là, l'étude porte sur 9 mois, mais évidemment, le processus, il va s'étendre plus dans la durée, parce que bon, ça prend un temps incompressible au niveau de l'expérience collective. C'est d'une part essayer de faire une analyse critique, effectivement, de ces conditions économiques. Donc vous avez compris que même si, effectivement, dans l'intitulé de la commande, il y avait la question des modèles, on essaye là aussi de se décentrer par rapport à cette notion de modèle en disant on essaie de créer des référentiels. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas effectivement de solution qui peut être reproduite de cette manière clé en main, mais on essaye effectivement de développer un espace d'analyse. Surtout que, et vous avez cité effectivement les enjeux par rapport à cette analyse critique. Effectivement, l'annonce est passée ce matin. Il y a 45 millions d'euros qui est développé, par exemple, pour les tiers-lieux. Il y a 1,5 milliard, je crois, aussi qui est développé en 2020 pour le service national universel. En fait, ce sont des missions qu'on pourrait aussi dire qui sont de l'ordre de l'éducation populaire, qui est le brassage social, qui est la diversité, qui est aussi de partir des territoires et répondre aux besoins, qui est de créer de l'hybridation, etc. Alors, où est la place justement de l'éducation populaire par rapport à ces nouveaux, et on peut mettre des gros guillemets à nouveaux, dispositifs. Et comment peut-elle prendre sa place, justement ? Voilà. Alors soit effectivement on reste, j'en dirais, un peu cloisonné dans des stratégies sectorielles, et à mon avis c'est un peu suicidaire, parce qu'effectivement on le voit, les tiers-lieux et d'autres formes vont émerger dans une forme économique qui est peut-être pas justement celle de l'éducation populaire, qui on peut appeler néolibérale, ou alors effectivement... l'éducation populaire redevient ce qu'elle a été finalement historiquement, c'est-à-dire cette zone autonome d'analyse critique des rapports sociaux et aussi de formation tout au long de la vie, de transformation sociale. Par rapport à ça, nous on a mis, on ne va pas s'étendre parce que bon, vous l'avez dans la documentation, trois éléments qui ne sont pas des modèles mais qui sont effectivement des scénarios d'espace qu'on appelait intermédiation, transition, effondrement et métamorphose, qui sont 3 formes de développement social, économique, territorial, qui, à notre avis, sont déjà en cours, sont déjà vécues, subies ou activées par les associations. Chacun de ces processus peuvent avoir un côté positif et négatif, et comment, effectivement, les associations s'en emparent pour essayer de recomposer justement leur propre référentiel. Donc ça, c'est un outil qu'on propose aux associations de forger pour qu'elles redeviennent motrices et aux avant-postes, qu'elles ne soient pas dans une position passive, d'attendre effectivement que du haut on décide de créer 300 tiers-lieux sur les territoires, etc. Et puis l'autre élément, l'autre levier aussi qu'on proposait, c'est effectivement partir, là aussi dans la tradition assez finalement classique de l'éducation populaire, sur la question d'un certain nombre de droits que les structures pourraient, via les fédérations et via effectivement les formes collectives qu'il faut peut-être aussi réinventer en termes de gouvernance. Et je pense que le FONGEP est aussi une de ces formes de structuration au niveau des territoires. On parlait de l'INGEP, on parlait du CNAGEP, mais d'autres structures peut-être aussi peuvent être dans ce croisement pour essayer de s'appuyer sur des leviers de revendication. Peut-être, Nicolas, tu peux te dire un mot sur ces droits. Ouais. Le terme de droit c'est un peu un mot obus en fait pour penser ces outils qui sont des outils à la fois de la pensée mais bien sûr de l'action. Un des premiers droits qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre en avant, qui était celui aussi qui déterminait un petit peu les autres, c'était le droit à une expérience associative non soumise à la pression économique. Et bon, bien sûr, ça pose énormément de questions sur comment faire, d'où vient l'argent, etc. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que je pense qu'il y a des structures nationales, mais aussi particulièrement des fonctionnaires dans certains services qui, comme le disait Bernadette tout à l'heure, avec qui on peut établir des liens sur les territoires, effectivement, on compte beaucoup sur eux pour, d'une certaine manière,
J'ai fait un lapsus Oui, c'est parce Manet. qu'effectivement on parlait d'une fonctionnaire qui s'appelait Bernadette, mais en l'occurrence c'était Manet qui le disait tout à l'heure. Oui. Et donc comment travailler avec ces fonctionnaires territoriaux ou ces fonctionnaires de l'État déconcentré pour faire en sorte de préserver les libertés associatives, préserver aussi protéger ces émergences des territoires. Quand on dit émergence des territoires, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de consommation, de production, etc., de transport, et comment en fait ces passeurs de frontières, un peu comme on les appelle, pourraient faire écran entre les ambitions totalitaires de l'économie d'un côté et l'émergence des territoires qu'on attend quand même vraiment de pied ferme, puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique, mais surtout écologique, qui semble être assez désastreuse et de pire en pire. Donc du coup, on attend beaucoup en fait, des émergences et des initiatives dites citoyennes. En tout cas, nous, on parle plutôt des initiatives des habitants. Et donc voilà, sans ce droit à une expérience associative non soumise à la pression économique, en fait, on voit mal comment des émergences peuvent être provoquées sur les territoires. Le deuxième droit, qui est un peu le même sur le volet social, c'est le droit à l'expérimentation sociale, pour pouvoir se décaler de l'ingénierie de projet notamment, qui a tendance à gouverner et à orienter les modalités d'action, pouvoir sortir de la question de l'ingénierie de projet, de la gestion, d'une version technicienne de la vie en fait, et finalement pour pouvoir poser des alternatives. C'est-à-dire aussi l'expérimentation sociale, ça veut dire reconnaître le droit à l'erreur, le droit de cheminer, le droit de prendre le temps, le droit de rentrer dans un processus coopératif, collaboratif et qui part de commun plutôt que de la concurrence. Il y en avait deux autres, mais oui. Non, mais allez-y. Après, je voudrais quand même concrètement, ouais. On ouvre la boîte à outils. Est-ce que vous avez proposé à Manet et à Marion. Je vous appelez Bernadette aussi, c'est une vieille habitude. Une clé de 12, une clé de 13, vous avez changé les bougies je crois que justement, on veut à tout prix sortir de la métaphore mécanique. Et je dis ça et moi je suis mécanicien alors oui en plus mais là pour le coup l'idée est plutôt de sortir de la métaphore mécanique ou de l'idée qu'il y aurait des solutions toutes faites qui amènent comme ça là d'un coup le bien-être dans les associations, la transformation sociale, etc. Ça effectivement on pense qu'il n'y a pas forcément une clé de 12, mais par contre, si on revient un peu sur ce qu'on a dit au début, on pense qu'ouvrir des espaces réflexifs, à la fois à l'intérieur des associations, et ça c'est l'expérience notamment de Peuple et Culture depuis plusieurs années, mais aussi sur le territoire, ces deux niveaux-là sont des conditions essentielles pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent et qu'on rentre dans ce mouvement, que l'éducation populaire redevienne ce mouvement de transformation sociale qu'il était censé être, entre autres. Ouais, alors Grégory, une question, parce qu'on ne vous entend pas, mais vous êtes le modeste du trio. J'entendais Nicolas, ce qu'on peut affiner, l'espace de réflexion, travailler avec les autres. Mais lorsque des associations sur un même espace, un même pays, font à peu près rendent à peu près le même type de service, ces associations se retrouvent en concurrence. Comment éviter la concurrence et la compétition ? Je ne pourrais pas poser un modèle comme ça général. Je veux parler encore une fois de ce qui est incarné nous, sur notre territoire. C'est-à-dire, en particulier, moi j'ai parlé plus précisément du territoire où j'habite, c'est le territoire du plateau des Mille Vaches. Le célèbre. Le célèbre, bon. Aller au bistrot d'hiver du plateau de Mille Vaches, c'est vachement bien. Dans le sens où cette concurrence, justement, il la refuse. Et pour reprendre un peu ce que disait Nicolas, c'est-à-dire que les associations n'attendent pas des modèles de l'extérieur comme ça qui vont leur arriver dessus, quoi. Elles se réinventent, elles se réagencent entre elles, elles se fédèrent pour justement pas rentrer dans ces démarches de mise en concurrence. Elles sont en train de réagir en fait. C'est ça qui est un peu vivant et organique en fait. Voilà. Donc bon, après Nico, je refais le micro et c'est un peu les droits dont on veut parler. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur applique des modèles, elles sont en train, si on leur laisse ces tiers espaces pour réfléchir et pour expérimenter, elles sont tout à fait à même. C'est pour ça qu'on parle plus de référentiels que de normes, enfin plutôt de modèles. C'est que
elles se réagencent entre elles avec des territorialités qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire auparavant, avec à la fois des problématiques du territoire, comme je dis tout à l'heure, qu'elles se réapproprient, qui sont assez nouveaux, mais aussi des agencements de la portée de leurs activités qu'elles avaient traditionnellement, qui sont en train de se redéfinir. C'est-à-dire leurs frontières sont en train de se redéfinir. Donc ça, c'est un truc organique qui est en train de se passer. Nous, ce qu'on dit, si on pourrait, enfin, je vais pas résumer la fin avant le début, mais ces droits donc qu'on demande, c'est que elles sont en train d'inventer et de réinventer des référentiels socio-économiques à chaque instant, de manière très située et organique venant du terrain. Et donc voilà, si on peut simplement leur laisser cet espace-là et justement en les préservant un peu de l'économie dominante, en fait, on va dire, des choses émergeront du terrain par elles-mêmes, quoi. Hugues, vous vouliez intervenir. Oui, alors ça aussi, c'est pas un outil clé en main, mais on parle par exemple de cartographie sociale pour dire, voilà, il y a la cartographie officielle, administrative, institutionnelle. D'ailleurs, le Limousin n'est plus une région administrative en tant que telle, elle a été avalée par la Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, il y a bien à la fois une identité des territoires et aussi des ressources qui apparaissent. Et bon, Greg l'a dit par rapport au plateau des Mille Vaches, effectivement, qui est souvent cité comme référentiel, mais c'est pas le seul, effectivement, au niveau du Limousin, où apparaît ces visibilités, ces ressources-là. Donc là, c'est aussi inviter les acteurs associatifs de créer leur propre cartographie du territoire. Et nous, on parle justement de centralité populaire. Voilà, il y a des mouvements sociaux, dont certains sont en jaune, par exemple, qui ont créé effectivement des nouvelles centralités parce que aujourd'hui, ces formes d'action collective étaient complètement dispersées ou devenaient instituées et donc plus représentatifs effectivement des enjeux qu'ils estimaient en termes de transformation sociale. Où se déroulent aujourd'hui ces nouvelles centralités, ces zones de lutte? Effectivement, le plateau en est une, par exemple, où il y a une très forte à la fois conscience politique et mobilisation associative, mais il y a d'autres effectivement centralité. Donc là, c'est un des outils, par exemple, effectivement, qu'on peut construire ensemble. C'est aussi, évidemment, après, encore une fois, c'est aussi les associations qui sont quelque part commanditaires et qui se disent, voilà, nous aussi, on avait, par exemple, envie de travailler ou refonder notre projet associatif et ouvrir un espace de réflexivité. Donc on est aussi à la disposition des acteurs, évidemment, pour les accompagner dans leur processus de recherche-action, que ce soit à l'intérieur des associations ou par rapport à des expérimentations qu'ils pourraient développer sur le territoire. Marion Manet, vous avez déjà pu appliquer certaines préconisations, en tout cas propositions, suggestions? Oui, alors en fait, c'est juste pour revenir sur les... Effectivement, c'est pas... Enfin, ils n'arrivent pas avec des outils, mais ils arrivent avec une posture aussi qui nous... En fait, ils nous laissent le temps d'eux. Et ils nous persuadent qu'on peut se donner le temps d'eux. Enfin, la démarche, pour moi, je l'ai vécue aussi un peu comme ça. Et je pense que l'association, en général, les bénévoles ou d'autres salariés qui ont pu participer au temps de rencontres collectives, oui, ça prend du temps. Et effectivement, ça prend du temps qu'on peut passer à répondre à l'appel à projet ou à monter des projets ou à répondre à l'évaluation d'eux. Mais en fait, non, on se permet de prendre du temps. Et ça permet, du coup, ensuite en interne, au sein de l'association, de repositionner les choses en disant, et en amenant aussi un apport aussi un peu théorique, une vision plus large, faire le pas de côté, prendre du recul dans des espaces qu'on n'aurait sûrement pas imaginé déjà pouvoir faire, pouvoir mettre en place. Et puis surtout des espaces qu'on aurait peut-être un peu délaissés, même si on y avait pensé, on serait dit, bon, c'est peut-être pas le moment, on est en pleine crise, on est en procédure d'alerte, à la fin de l'année, on va peut-être licencier tout le monde. Enfin, c'est pas le moment. Au contraire, ça permet justement de reposer le cadre et de travailler sur de la prospective. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on vit, qu'on a vécu ça. Et aujourd'hui, on a fait une ouverture du laboratoire social de la Palette et on va ouvrir plein d'autres espaces de ce type-là. Donc là, c'est plutôt interne, justement, pour se repositionner et se dire... salariés, bénévoles, on n'a pas les mêmes métiers. Greg aime bien dire ça. On n'a pas les mêmes métiers, mais en même temps, est-ce que déjà on ne peut pas apprendre à se connaître, à connaître nos métiers, voir ce qu'on attend les uns des autres et où est-ce qu'on veut aller sur ce territoire. Et là, la deuxième étape, donc ça c'est plutôt très très bien parti. Donc tout ça a provoqué entre autres la démission du président. Ouais.
Mais c'est pas grave, enfin, au contraire, des fois c'est plutôt salutaire, c'est le cas. Un peu de ménage, ça fait du bien. Et un passage en collégial la semaine prochaine, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis les salariés sont reconnus, au-delà de la place que moi je peux avoir comme directrice. Toute l'équipe salariée aujourd'hui fait partie, entre guillemets, de la gouvernance, mais en tout cas de la gouvernance politique. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que c'est ceux qui font, qui peuvent décider. Et donc c'est les salariés, mais c'est aussi les habitants. Et donc on va ouvrir beaucoup d'espace avec les habitants, les partenaires. Et on n'a plus de membres de droit à partir de la semaine prochaine, notamment la communauté de communes. Et l'idée, c'est de leur dire, vous aviez une représentation politique. Aujourd'hui, on vous propose une place pour travailler avec nous et réfléchir ensemble le projet de territoire que vous n'êtes pas capable de réfléchir. Bien joué. Bon, on leur dira gentiment, pas comme ça, mais c'est l'idée. Voilà. Ça me plaît bien comme ça, même sous cette forme. Voilà. Et Mané? Des préconisations, non, on ne supporte pas tellement le terme. Mais oui, ça j'ai compris, oui. mais en fait, oui, mettre le doigt à nouveau fortement sur la nécessité des espaces réflexifs, c'est-à-dire de la nécessité de penser, mettre le doigt sur la question du droit. Ça nous paraît vraiment utile dans ce travail-là. Et aussi, bien sûr, avoir élargi la connaissance et la possibilité d'alliances différentes, parce qu'on n'est pas si loin, mais on ne connaissait pas la palette. La palette, nous ne connaissait pas vraiment. On parle du plateau de Mille Vaches tout à l'heure. C'est à la fois loin et près. Il y a vraiment aussi des porosités entre les deux. Et donc, c'est la connaissance au sein de notre travail collectif qui a été aussi... à l'occasion de cette expérimentation, a élargi les possibilités d'alliance, de solidarité et de travail commun. On vous laisse réfléchir, justement, l'espace de réflexion pour des questions, voir ce que vous envisagez, si vous avez déjà pris des notes et qu'il y a des choses qui vous inquiètent, d'autres qui vous emballent, d'autres qui vous insupportent, ou d'autres qui vous enthousiasme au premier degré, au premier plan. Et puis ça me permet de voir ce que notre graphic facilitator, on dit comme ça, on peut dire le facilitateur graphique, c'est tout bête. Yann Chapus, Yann, what are you doing now? Là, j'étais en train de m'occuper des vaches. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Et c'est à cause des 1000 vaches? Oui, à cause des 1000 vaches. Non, c'était juste pour faire un rappel. Non, voilà, j'essaye de refermer un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses là, en fait. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Donc, c'est la première fois que vous participez à une réunion où il se dit autant de choses que d'habitude. Un demi-planche et c'est bon. C'est ça, oui. Non, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup de concepts, en fait. Donc c'est toujours plus complexe quand il y a des concepts et qu'on n'a pas forcément des exemples. Il y a des exemples ici, mais il y a aussi des concepts. Et en fait, on peut le retenir parce que c'est quasiment... c'est la projection de l'esprit que vous réalisez. Après, il faut faire les connexions, mais vous les réalisez d'emblée, ces connexions. Oui. En fait, l'idée, c'est d'essayer de faire une image globale. Donc, il y a une histoire à un moment donné. Donc, là, je vais profiter des questions-réponses aussi pour tout connecter, pour qu'on puisse se saisir d'un endroit, puis suivre les flèches, suivre les mouvements, suivre les mains, les visages, pour essayer d'arriver à recomposer le puzzle. L'idée absolue, ce serait que ce soit complètement autoporteur et que quelqu'un qui n'était pas là puisse le faire, mais bon, c'est... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous le gardez, vous en faites une photographie? Oui, je le garde, et... je le garde. C'est pour le FONGEP. Donc on va en faire une version numérique, digitale, qui ensuite sera réutilisée, j'imagine, dans les réunions, les meetings, pour essayer de se remémorer ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, et si on est d'accord, et si on est aussi aligné sur ce qui s'est passé. Et aussi peut-être percevoir la complexité, puisque normalement mon métier, c'est d'essayer de simplifier. Si c'est trop complexe, est-ce que c'est moi qui ai été trop complexe, ou est-ce que c'est parce que c'est encore trop complexe? Très bien, merci de nous décomplexer. Je vous laisse réfléchir ou je viens vers vous, je vous tends le micro si vous avez déjà des questions, des témoignages. Alors, je prends les escaliers latéraux. Coucou. Je vois cache-cache. C'est vachement bien fait au théâtre. Oui. Bonjour, je vous remercie pour vos interventions respectives. Je suis Sam Blacage, je représente une association qui s'appelle NQT. Et moi, ma question, c'est sur l'injonction économique.
J'avais noté la petite question ici, mais je me permets de la poser directement. Les entreprises privées, donc à but lucratif, ont aussi des injonctions économiques. Et en ce sens-là, elles sont aussi tenues d'avoir des moments de réflexion, des espaces réflexifs, etc. On appelle souvent ça l'innovation. C'est-à-dire, si on répond correctement à une injonction économique dans le privé, on appelle ça l'innovation. Et c'est un peu votre idée aussi, c'est de faire ça pour les associations. Ce qui serait intéressant dans ce fait, c'est, je pense là à Motorola par exemple, qui était quand même une grosse entreprise et qui du jour au lendemain n'existe plus quasiment. Et donc pour les associations de la même manière, il y a des grosses associations qui sont, j'ai appris aujourd'hui, en redressement, etc., etc. Donc peut-être que c'est avant tout un travail de comparaison qu'il faut mener entre les entreprises et la façon qu'elles ont de répondre à des injonctions économiques et des associations qui sont aussi tenues, elles, de faire la même chose, quoi, tout simplement. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence. Et je n'ai pas du tout entendu, ne serait-ce mentionner l'idée que peut-être il faudrait faire un tel comparatif. Dans tout le travail de méthodologie de recherche-action, celles qui sont déjà retrouvées dans ces conditions pourraient nous apprendre plein de choses. Oui. Qui veut répondre, préciser, Mané? Juste le terme innovation, il peut recouvrir tellement de choses, n'est-ce pas? En fait, ce qui est important aussi dans les associations, c'est le travail dans la durée, la notion de temps, la possibilité, notamment sur un territoire, de travailler dans la durée. Et que le nouveau pour le nouveau n'est pas une vertu en soi. Et donc, je ne pense pas qu'il suffit de créer du nouveau, de l'innovation, etc., pour transformer une association. L'association, elle peut se transformer aussi en tenant dans la durée des principes et des valeurs. Hugues. Oui, alors, justement, ça s'appelle Laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action. On a découvert après, petit à petit, toute l'ambiguïté qu'il y avait derrière ce mot innovation, parce qu'on a l'habitude de dire l'innovation sociale, c'est une désobéissance qui a réussi, quoi. Voilà. Sauf on ne parle pas tout à fait des mêmes désobéissances quand on parle d'innovation sociale, en général dans le modèle entrepreneurial, quoi. C'est pas tout à fait, effectivement, INSA de la Startup Nation, c'est pas tout à fait la même désobéissance, on va dire. Et donc, la question, enfin pour nous, c'est encore une fois comment le projet fondamental d'éducation populaire se retrouve derrière ce référentiel-là, par exemple, d'innovation sociale, c'est-à-dire en quoi, grosso modo, ça répond aux besoins premiers d'une nouvelle forme nous on parle d'économie populaire, c'est-à-dire d'expérimentation d'autres formes économiques ou de non-économie, ce qui est aussi une autre traduction, qui permet effectivement, qui vient des territoires et qui est redistribué au territoire pour répondre dans une nouvelle forme aussi d'organisation démocratique, de gestion des ressources, aux besoins du territoire. Donc, est-ce que c'est cette innovation-là dont on parle? Et dans ce cas-là, en quoi, effectivement, le modèle entrepreneurial peut y contribuer? Ou au contraire, on est soumis au modèle entrepreneurial tel qu'on, effectivement, on a tendance à le mettre, qu'on parle, par exemple, d'entrepreneuriat social et d'innovation sociale? Oui, si on n'a pas parlé si on n'a pas fait de comparatif avec les entreprises privées, c'est parce que justement, finalement, votre question est très bien posée, puisque dit, vous avez comparé les entreprises et les associations comme deux entités qui sont censées répondre aux injonctions économiques. Nous, ce qu'on pose un petit peu et ce qu'on voit, c'est qu'il ne s'agit pas de répondre aux injonctions économiques, il s'agit d'échapper aux injonctions économiques. Ce qui rend le comparatif un petit peu délicat, puisque la question n'est pas la même à la base. Attendez, je vous retourne le micro. Vous êtes parti de l'hypothèse que vous n'aviez pas le choix, que de toute façon les associations se doivent de le faire. Et vous avez donné quelques chiffres. J'en ai entendu une ce matin, 86% des associations n'ont pas de salariés. Donc, effectivement, c'est l'engagement, tout est basé sur l'engagement. Pour les 14% qui restent, soit elles répondent à l'injonction, soit elles deviennent des associations faites de bénévoles ou elles disparaissent. Et j'aime beaucoup le dessin où il y a l'enclume qui est en train de tomber sur un parapluie. Oui, et c'est exactement l'idée de l'injonction économique, c'est-à-dire oui, on peut prendre un parapluie, prendre un temps de réflexion et s'imaginer garder les gènes de l'association, etc. Néanmoins, le parapluie ne sert pas à grand-chose. Ce que je veux dire, c'est indépendant de l'innovation, etc. Effectivement, tous ces termes sont ambigus. D'ailleurs, peut-être même que la distinction entre une association et une entreprise sont aussi des distinctions très ambiguës. Je pense à une association comme à une entreprise, ça c'est une association comme Swatch qui est quand même une multinationale, c'est une association qui est exactement type association loi 1900 en France. Donc toutes ces distinctions ne sont pas aussi, me semble-t-il, aussi claires. Et donc de ce fait, en tout cas, certaines réactions de certaines entreprises peuvent aussi nous apprendre dans les associations à réagir. Et de la même manière, je pense que certaines associations et leur façon
de répondre à des injonctions économiques ou de ne pas y répondre d'ailleurs, qui n'est rien d'autre qu'une réponse à elle-même. S'il continue à exister, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une entreprise, elle doit faire deux choses. Elle doit engranger de l'argent et exister longtemps. Donc quand vous dites, pour une association, elle doit, sur le long terme, c'est le cas pour une entreprise. Une entreprise qui est sur le long terme, c'est ça. C'est vraiment les deux choses. Engranger de l'argent et rester sur le long terme. Si ce n'est que sur rester sur le long terme, eh bien tant mieux. Dans ce cas-là, on a beaucoup de choses à apprendre des entreprises. Et surtout des entreprises qui sont là depuis très longtemps. Comme, je ne sais pas, Ford ou d'autres entreprises comme ça qui sont très anciennes. Enfin, notre hypothèse... Vous n'allez pas vous faire que des amis, hein, vous savez. Non, parce que si je peux me permettre quand même une petite nuance... Là, vous comparez un système non lucratif à un système lucratif. Le non lucratif implique quand même une rentabilité, parce qu'on parle d'économie. La rentabilité qui peut être en fonction du nombre de personnes, des besoins aussi des bénévoles. Les bénévoles ont une valeur économique aussi, même si on a du mal parfois à l'assimiler. On dit 1 euro donné à une association bénévole produit un équivalent de 3 à 5 euros pris en charge par les bénévoles. C'est une valeur marchande qui ne veut plus rien dire si on le lance sur le programme lucratif de la grande économie. Mais ce que vous dites, c'est un des grands soucis aussi d'une économie sociale et solidaire, qui veut garder à la fois ses missions, ses prérogatives, et on va dire sa morale, et qui en même temps est tenté de basculer de l'autre côté, ou alors se fait aspirer par l'autre en face. Je sais que le MEDEF a déjà reçu des représentants de l'ESS, et rien n'est impossible dans la vie, et rien n'est interdit. Mais pardon, je suis pas un expert. Non, mais moi non plus, je ne suis pas un expert économique, mais la question, c'est effectivement ce tiers secteur qu'on nomme aujourd'hui économie sociale et solidaire. Est-ce qu'effectivement, il représente aujourd'hui une alternative ou pas? On l'a présenté effectivement comme un lieu de recomposition entre l'économie privée et publique, quoi. Notre hypothèse, c'est de dire que non, aujourd'hui, le tiers secteur est totalement dans la logique entrepreneuriale classique. Mais par contre, il faut garder cette idée de tiers, d'où l'idée de tiers espace, qui peut se traduire aussi par des tiers-lieux, etc., qui peuvent être là, par contre, un lieu de recomposition et d'interrogation des modèles économiques. Pour garder notre temps, parce que c'est toujours limité, d'un seul coup on a envie de parler, puis on se dit, zut, on va être frustré. Donc essayer d'avoir des questions assez synthétiques et des réponses tout aussi efficaces. Vous aviez demandé la parole. Alors, moi, la demande des gens, c'est plus la transformation sociale. Si vous voulez, nous, quand on a démarré par rapport à l'environnement, ça, c'était même pas... Enfin, moi, je suis dans une petite structure. On n'aurait jamais parlé du développement durable chez nous. C'est impossible, les gens, ils n'avaient pas de sous. Par contre, on est parti de l'eau, on est parti de l'électricité, on a fait venir Terre des Sciences pour les enfants, on a été visiter les éoliennes, on a fait tout ça. Tous les gens ont fait des économies. Mais à l'origine, les gens, c'était pour apprendre des choses. C'était pas... Et là, ça me fait drôle. Alors, nous aussi, on ne dit pas le savoir. Vous avez peut-être le savoir. Mais les gens, ils nous disent, nous, on a des savoir-faire. Et je trouve que c'est important dans l'éducation populaire de mettre bien ça en valeur, les deux. Et donc, nous, on n'est pas rendu à faire de l'économie. Enfin, si vous voulez, comment ça s'appelle, l'action transformation économique. Mais, par exemple, les journaux... On dit aux femmes et aux hommes 35 € la tonne, donc tout le monde nous ramène les journaux. Donc c'est pour dire aussi, on a un peu d'argent dans le cadre de l'économie, mais si vous voulez, les gens là, actuellement, si on part de ça, ils seront en attente parce qu'ils disent pour l'instant, nous, on n'est pas prêts. Oui, d'autres remarques? Oui, monsieur. Oui, bonjour à tous. La critique des expérimentations a mis en relief le danger de la tentative de corruption idéologique de l'éducation populaire. Il devient évident que l'État doit redevenir et continuer à prendre en charge la solidarité institutionnelle. L'appel à projet des divers partenaires ne doit pas être un système de fragilisation du tissu associatif. En diminuant le budget au fonctionnement, cela nous conduit à l'exploitation des bénévoles et des salariés, car il nous faut toujours de plus en plus d'argent. Voilà. L'appel au financement privé n'est pas souhaitable. Il ne peut être que pour un financement extraordinaire
d'un événement dans le cadre de ces activités. Le poste FONGEP, le poste FONGEP à la jeunesse doit prendre en compte toutes les activités de l'association. Il doit tenir compte du territoire, de la place de l'association dans ce territoire. Voilà les remarques après les études que vous avez faites. Merci. Muito obrigado. Si vous avez... qui avait demandé la parole? D'habitude, il y a des hôtesses très bien habillées, mais le FONGEP n'en avait pas. Voilà, merci en tout cas. Alors, moi, j'ai d'abord en fait une première question que j'aimerais poser, et si j'ai bien entendu, c'est que vous soulignez que les salariés feront partie des instances politiques, des décisionnelles par rapport à l'association. Est-ce que j'ai bien entendu? Les salariés feront partie, en fait, des instances politiques de l'association, donc qui vont participer aux orientations politiques, etc. C'est un peu, si je ne me trompe pas, c'est un peu ce que j'ai entendu. La deuxième chose, en fait, je crois qu'il y a une réalité que nous devons accepter en discutant justement sur les modèles socio-économiques. Et je ne suis pas d'accord quand j'entends qu'il n'y a pas de concurrence entre les associations, puisque automatiquement, à partir du moment où il y a des appels à projets et qu'il y a des critères qui sont bien définis, etc., quand il y en a un qui est choisi, l'autre n'est pas forcément choisi. Et puis parfois, ils vont même très loin. Ils sont capables aujourd'hui, dans le monde associatif, de mettre les bâtons dans la roue pour pouvoir empêcher... parce que c'est ça, c'est la réalité économique, etc. Mais c'est à partir de là, effectivement, donc là, vous abordez la question de manière très juste. C'est le sens de l'action, la question de transformation sociale. Et là, en fait, le lien avec le pouvoir public. Est-ce que, à partir du moment où la liberté associative n'aura plus le sens critique des pouvoirs publics, est-ce qu'elle peut continuer justement œuvrer pour un sens pour ses finalités? Et puis, j'avoue qu'en fait, si aujourd'hui on se trouve dans ce contexte où on se pose beaucoup de questions, c'est aussi peut-être une autocritique que les acteurs associatifs ou les actrices devront en fait se faire, c'est que nous avons au fur et à mesure, en tout cas, abandonné certain nombre de valeurs de l'éducation populaire, y compris par exemple dans la question de transformation sociale. Si on veut transformer quelque chose, ben, parfois il faut pouvoir militer aussi, madame. Et c'est pas vraiment très militariste comme concept, mais c'est d'être engagé. Et c'est la question aujourd'hui, c'est un peu cette jonction surtout entre un monde professionnel et ce qu'on appelle des bénévoles. Et c'est vrai qu'être bénévole, c'est sympa, mais par contre, être militant d'une action, c'est autre chose. Et que quelque part, les salariés, le rapport qu'ils entretiennent avec les employeurs, parce qu'on les voit comme des employeurs, c'est un vrai problème. Et donc, on n'arrive pas forcément à faire face parce que les salariés deviennent aussi de plus en plus des professionnels qui ne sont pas forcément tous formés autour des questions de l'éducation populaire. Et ça, je vois un petit peu au niveau des formations que nous avons vues, hein, ça veut dire les BAFA, les BAFT, le DEFA, etc. Ben aujourd'hui, en fait, ces diplômes sont remplacés, mais c'est surtout aussi des gens qui travaillent dans une grande précarité professionnelle. Alors voilà, c'est un peu des questions que nous sommes obligés d'aborder à un moment donné. Sinon, en fait, effectivement, ça va être quoi? On va chercher des innovations, mais moi, je trouve que c'est aussi parfois d'une manière d'accepter qu'aujourd'hui, le travail de sens critique ou quelque chose qu'on peut défendre dans la durée pour des causes, ben aujourd'hui, c'est que ça ne porte plus. Donc, ben quelque part, il faut céder à des raisonnements complètement ultralibéraux. Merci. J'ai oublié de vous demander systématiquement de vous présenter. Moi, Madame Coach, en fait, je suis un militant directeur d'une association. De laquelle? ASTU, Action Citoyenne Interculturelle à Strasbourg. D'accord, très bien, merci. Marion, déjà, Oui. la collusion avec le politique, là, ça veut dire quoi cette histoire? Il est allumé. Vous n'avez plus de micro? Ah, c'est qu'il faut que je le rapproche un peu. Pardon.
Du coup, la collusion. Alors, nous, je pense qu'il faut remettre le terme politique à sa place, au sens noble, entre guillemets. En tout cas, la politique au sens de la vie de la cité et de comment le collectif aussi, à un moment donné, s'empare des questions qui font qu'on arrive à vivre ensemble sur un territoire. Donc c'est plutôt ces questions-là, politiques-là, qui intéressent l'association. Et cette gouvernance, pour moi, gouvernance ne veut pas forcément dire représentation légale, ne veut pas dire instance décisionnaire, etc. La gouvernance, c'est beaucoup plus large que ça. C'est comment est-ce que le collectif fait en sorte qu'ensemble, on arrive à gérer, à décider, à avancer, à affiner, à réévaluer, etc. Et tout ça dans l'action collective. Et ça paraissait complètement insensé, presque, par rapport au sens du projet que l'on porte, qui est de dire on porte un projet de territoire qui vient de ceux qui habitent ou qui font le territoire. Mais par contre, les salariés, eux, se retrouvent au milieu, entre ceux qui habitent et qui vivent, et puis les bénévoles de l'association qui peuvent être administrateurs et du coup ont un pouvoir de décision légal, entre guillemets. Et puis les salariés sont au milieu, font le tampon, mais finalement, ils font quoi d'autre, quoi. Alors qu'en fait, ils font le projet avec les habitants, ils font le projet avec les bénévoles, et du coup, c'était plutôt dans le sens gouvernance politique au sens large. Ce qui veut dire que finalement, dans cette gouvernance politique, il y a, oui, des bénévoles administrateurs, il y aura des salariés, mais il y aura aussi des habitants, des partenaires, pourquoi pas des financeurs à un moment donné, mais dans une gouvernance qui n'est pas une gouvernance gestionnaire. Si ça répond à peu près. Ok. Et donc, deuxième chose sur les appels d'offres et la professionnalisation. Je continue ou... Hein? Ouais. Alors, effectivement... Je vois que l'ISRA est bien engagé. Hein? Bravo. J'essaye d'aller vite. La mise en concurrence, c'était ça la problématique, la mise en concurrence via les appels d'offres et les appels à projets. Alors, après, moi, je parle de là où je suis et de qui je suis et de comment je travaille. Nous, après, en Creuse, on est plutôt dans une dynamique de réseau. Du coup, on travaille ces questions-là en réseau, et l'idée étant qu'à terme, on puisse répondre à tous ces appels à projets et appels d'offres en réseau. Et au niveau départemental, puisque le territoire fait que ça paraît l'échelle la plus logique. Il n'y a que 120 000 habitants, c'est pas non plus voilà. Et on se connaît tous, on travaille déjà en réseau. Donc on a plusieurs réseaux constitués, et notamment un réseau un peu particulier qui regroupe, qui est un réseau de tiers-lieux, entre guillemets, je vais mettre entre guillemets maintenant tiers-lieux, de lieux hybrides, qui regroupe à la fois des collectivités territoriales, des entreprises qui sont sur des schémas plutôt classiques, mais souvent associés à une association, enfin qui ont une association dans leurs locaux, et des associations, et avec ces trois types de structures qui viennent un peu de des trois économies, entre guillemets, on essaye finalement de construire un projet de territoire global, et du coup il y a une mise en concurrence qui est quasiment qui est effacée par les acteurs eux-mêmes. Voilà. Après, c'est le système qu'on a trouvé, nous, c'est de faire pression sur les instances politiques qui font la réglementation, faire pression mais positive, hein, c'est-à-dire d'arriver avec ce qu'on sait faire et comment on le fait, et en leur disant pourquoi est-ce que votre réglementation et votre règlement d'intervention, ils ne ressembleraient pas aux pratiques qu'on a sur le terrain. Voilà, et on le fait en réseau, pour éviter ça. Hugues, ça rejoint un peu, on parlait, mais on n'a pas eu le temps de développer le droit à l'expérimentation sociale, c'est-à-dire effectivement le droit à développer des formes qui sont pas simplement... qui répondent pas simplement à une ingérie de projet avec une évaluation classique d'évaluation de projet, mais qui permettent justement, qui retrouvent un sens sur le territoire et par rapport aux acteurs sociaux, et donc trouver aussi des modalités, changer les grilles d'évaluation, changer les grilles de répartition, et donc là il y a un rapport aussi de force qui s'est instauré pour qu'effectivement les acteurs associatifs revendiquent ce droit à l'expérimentation, et selon d'autres critères qui ne sont pas effectivement les critères concurrentiels des appels à projets. Oui, Grégory. Oui, je voulais préciser tout à l'heure, je parlais peut-être que les propos que j'ai tenus, je ne disais pas qu'il n'y avait pas de concurrence entre associations, bien au contraire, ça c'était une réalité assez dure. J'expliquais, c'est exactement ce que disait Marion, c'est que on a des processus où les associations se fédèrent pour répondre à des appels à projets, répondre des lignes communes pour pouvoir ne pas tomber dans ce travers-là, quoi, justement. Comment elles se réorganisent pour pouvoir penser des intelligences collectives pour pas tomber dans ce travers-là.
Et une dernière question que je voulais, enfin une partie sur la partie des professionnels, la relation professionnelle-employeur, les bénévoles, les militants, etc. Nous, on est en train d'expérimenter et ça fait partie des tiers espaces réflexifs dont on parlait, c'est-à-dire que ces questions où on fait parler les différents métiers, c'est aussi un espace à l'intérieur des structures qu'on a investi à travers les laboratoires sociaux qu'on met en place, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie des laboratoires sociaux qui sont en cours dans le processus de recherche-action, où on questionne ces rapports entre ces différents métiers, autant un métier de bénévole qu'un métier de militant, métier pris dans son sens large, pas uniquement sur sa profession. Et un autre point par rapport à la dimension commune, et comme en fait que dans votre question j'ai senti, je l'ai peut-être mal interprété, mais un peu une sorte de désespoir entre si l'État ou les pouvoirs publics ne suivent plus, et si de l'autre côté on n'a pas de capacité à s'organiser, en fait il reste plus grand chose à faire. Et je crois que oui, je vais un peu vite, je suis désolé. Et en fait, nous, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que pas mal d'assos mettent en commun, par exemple, leur trésorerie. Les assos qui ont des trésoreries positives mettent ça sur un compte commun, ce qui fait que les assos qui, par exemple, à la fin du mois, ne peuvent pas payer leur salaire, etc., peuvent prendre là-dedans, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il y a la mise en commun des trésoreries, c'est une sorte de mise en commun des économies, fait que là, pour le coup, et je réponds aussi à l'autre question, là, on échappe aux injonctions économiques. De la même manière, on a vu des dossiers de subvention remplis en commun dans les réseaux, mais on a aussi vu entre les associations des mises en commun de biens immobiliers, type des propriétés foncières, des terrains communs, etc. Mais aussi des voitures, des moyens de se déplacer, voilà. Et bon, alors effectivement, on peut toujours dire que c'est que de l'adaptation au système, mais en l'occurrence, c'est aussi une sacrée puissance de mise en commun et d'émergence de relations sur un territoire qui, pour le coup, fabrique de vraies alternatives, pas forcément modélisables, mais en tout cas de vraies alternatives vivantes, vécues, expérimentées, etc. Alors, il y a encore 2 questions. Et puis après, ce sera l'heure du café. Qu'est-ce que j'ai dit? Nouria, je suis désolé. Pourquoi j'ai dit ça? Madame? Oui, moi? Oui. Je me présente, donc je suis Hélène Alidjra, je suis responsable du service vie associative à la région de Nouvelle-Aquitaine. J'excuse ici ma vice-présidente Geneviève Barra, que vous connaissez. Et donc, juste pour dire un mot sur l'intérêt qu'un service comme celui que j'anime et une collectivité comme la mienne peut avoir dans le fait que, en effet, il y ait des organisations mutualisées, parce que c'est clair que c'est pas depuis les bureaux d'une collectivité, surtout une énorme collectivité comme la nôtre aujourd'hui, qu'on peut inventer des nouveaux modèles. C'est clair que l'invention, elle est clairement chez vous. Voilà, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Je particulièrement souligner l'intérêt de la recherche de nouveaux modes de gouvernance, parce qu'en effet, ces modes de gouvernance alternatifs ou différents vont forcément produire de l'action, de la décision et de l'initiative de façon différente. Donc ça, c'est quelque chose en quoi, là aussi, les élus croient beaucoup, et Geneviève Barra croit beaucoup. Sur les recherches d'alternatives face aux agendas de vos financeurs et aux pressions économiques de vos financeurs, c'est vrai qu'on est dans une espèce de... Pas une impasse, parce que je pense qu'on va finir par trouver des solutions, mais on entend bien au sein de la collectivité cette demande de temps. Ça veut dire avoir la possibilité. Donc nous, ça veut dire que des services opérationnels comme le nôtre, il faut qu'on se batte avec les financiers pour défendre le principe d'une convention pluriannuelle, par exemple, qui est une aberration pour un financier chez nous, parce que l'annualité budgétaire d'une collectivité, etc. Donc c'est vraiment des logiques qui viennent se tamponner et sur lesquelles on recherche des arguments. En fait, voilà, on recherche des arguments. Et c'est vrai que les arguments qui portent dans la sphère dans laquelle on œuvre, c'est des arguments malheureusement assez inspirés de la sphère de l'économie libérale. Et c'est aussi cette idée d'une autre forme de richesse qu'on a un certain nombre, élus et techniciens, à essayer de défendre.
Voilà, mais on est dans des, enfin, chacun à nos places et dans une complémentarité, dans des recherches assez comparables. Voilà. Après, les solutions, elles sont. Alors bon, c'est vrai que voilà, la présidente avait dit qu'on serait frustré, donc c'est normal. Je suis frustrée, je le dis, voilà. Mais c'est vrai que les solutions, on les cherche. Enfin, de toute façon, il faut les chercher ensemble. Ça, c'est clair qu'il faut les chercher ensemble et pas dans une confrontation. Enfin, la confrontation, c'est bien aussi, hein, mais voilà. En tout cas dans une opposition figée. Et voilà, nous, de l'autre côté, on est confrontés à cette question qui est que de mobiliser des fonds dans la durée, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun entrant dans le dispositif d'aide régionale, par exemple pour une région, mais aussi pour une GOM-GOM. Ça veut dire que sur une donnée, sur une somme d'argent X, on va aider 100 associations. Et si on les aide dans la durée, ça veut dire que le temps d'un mandat, par exemple, aucune autre association ne peut venir, ne peut prétendre à une aide. Et ça, c'est effectivement un vrai problème politique pour des élus. Techniquement, c'est très facile à faire. Nous, c'est beaucoup moins de boulot, hein. Je veux dire, c'est pas le problème. Mais effectivement, le problème, c'est comment on fait d'un fonds dédié à la vie associative quelque chose de vivant, dont on puisse entrer et sortir. Voilà. Et puis, je veux pas être trop longue, pardon, mais distribuer des fonds publics, c'est aussi devoir en rendre compte. Et malheureusement, pour rendre compte de ces fonds publics, on ne peut pas se satisfaire de la confiance. Voilà. On ne peut pas se satisfaire de ça. Il faut expliquer ce qui a été fait avec cet argent, qui est un bien commun, voilà, dont on doit, voilà, nous, services, justifier. Et donc, ça passe par une... Alors, voilà, on peut essayer de simplifier cette technocratie là, effectivement, des appels à projets, des bilans, etc. Mais néanmoins, il faut qu'on trouve un moyen pour en rendre compte. Ça, c'est incontournable. Voilà ce que je voulais dire. Et puis donc, excusez notre vice-présidente qui vous salue et qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre témoignage. Mieux vaut être associatif en ce moment en Nouvelle-Aquitaine plutôt qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Oui, je vous remercie de votre intervention. Sur la partie distribuée, c'est aussi en rendre compte. Pour témoigner d'initiatives qui sont menées dans le territoire qu'on a pu explorer, il y a des choses aussi là, qui se réinventent et qui sont intéressantes. C'est-à-dire que, par exemple, on a un collectif d'associations qui a décidé de faire son propre diagnostic social, avec des critères totalement nouveaux. C'est-à-dire qu'ils ont démontré... avec des nouveaux critères de ce qui faisait valeur commun. Donc là, en termes, notre collègue tout à l'heure du prochain labo va en parler sur la question de l'évaluation, c'est une chose très intéressante. Qu'est-ce qui fait valeur pour nous dans l'expérimentation qu'on est en train de mener sur un territoire? Et ils ont même été plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à penser à des dispositifs d'utilité sociale. C'est-à-dire que ces zones ultralibérales où on vient se réinstaller, où on remet de la vie avec l'école, etc., les enfants, finalement, tout un tas de critères qui ne rentrent pas dans les modèles dominants d'évaluation issus des modèles entrepreneuriaux, par exemple. Des choses tout à fait nouveaux. Des choses qu'on ne peut pas comparer, des choses qui ne sont pas comparables, en fait, sur ce plan-là. Donc c'est en ça. Je ne dis pas qu'on veut complètement... le modèle entrepreneurial, c'est très bien, mais je ne pense pas que c'est une globalité qui va permettre... Il y a des choses un peu nouvelles. Donc en parlant de ça, ces associations sont capables... là, elles sont en train de définir des appels à projets, ou sur la partie évaluation, elles sont en train de réfléchir ensemble à ce que c'est que faire valeur, et sortir un petit peu aussi désobéir un peu à l'injonction de ces critères d'évaluation très quantitatifs. Voilà. Non, mais c'est juste pour dire que cette question de rendre compte, au contraire, elle habite fortement ces associations. Merci. Rapidement, Hugues, parce qu'il y a une dernière question avant la pause. Oui, non, simplement pour dire aussi que les réponses sont déjà, en fait, pour nous, c'est le principe même de recherche-action, sont déjà en situation, en fait. Elles sont là, elles sont devant nous, mais elles ne sont pas obligatoirement formalisées, elles ne sont pas vraiment construites. Quand on travaille, je vais prendre un exemple très concret, qui n'est pas directement dans le cadre de cette étude, mais qu'on travaille avec les récupérateurs vendeurs de rue sur la région parisienne. Pour nous, c'est une réponse à la fois économique et écologique à la question des déchets, etc. On essaie d'expliquer que les pourchasser dans l'espace public, ça, c'est un coût qui en fait complètement contraire en termes de rationalité à la fois humaine et aussi économique. La réponse en fait est dans la compréhension de ces formes d'organisation sociale et économique et comment on peut trouver une alternative sur une question par exemple d'économie populaire. C'est de dire en fait comment se mettre un peu à l'école en fait des transformations actuelles et en tirer une production de savoir qui permettra justement de dégager de nouveaux critères
d'évaluation et d'accompagnement. Merci. Le FONGEP me fait savoir que pour des raisons économiques, il n'y aura ni pause thé ni pause café. Je regrette. Organisationnel. D'accord. Pour des raisons organisationnelles. Une dernière remarque, et donc comme pour les autres, si vous souhaitez vous présenter. Donc Yasmine Cometa, donc pour la DRJSCS Hauts-de-France. On arrivait juste au moment où tout le monde arrivait à énoncer correctement les consonnes, et puis on va bientôt changer. Mais bon, bref. C'est vrai qu'il y a du boulot. Hein. J'ai lu attentivement là les schémas. Et d'abord, merci. Merci à tous ceux qui ont participé parce que ça nous nourrit. Ça vient irriguer nos réflexions. Moi, la question, par rapport au schéma que vous avez réalisé, notamment sur la grille d'analyse du territoire, alors ça me rappelle des choses, et du coup, je ne vois pas forcément non plus certaines différences avec les travaux d'études sur les communs sociaux. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui me font penser à ça, dans les critères que vous avez énoncés sur les ressources matérielles, les formes de gouvernance. Si ce n'est aussi que sur les travaux de recherche sur les communs sociaux, il y a cette question d'affirmation de la citoyenneté économique. Et j'ai entendu de nombreuses personnes traiter de la question de la citoyenneté économique en tant que personne morale, associative, comment on l'a, quelle conception on en a par rapport à un ordre marchand, libéral, etc. Donc ma question était plus sur l'articulation de ces concepts avec les travaux menés sur les communs sociaux, mais c'est peut-être pas maintenant ou peut-être après, mais parce que voilà. Et deuxième point, sur les collectivités, on a eu un conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui conduisait un programme qui s'appelait Chercheurs citoyens et qui permettait d'accompagner les dynamiques dont on est en train de parler de là. Et suite au changement d'exécutif, ce programme a été supprimé. Mais nous avons réussi à réintégrer dans le dire de l'État sur le schéma régional recherche-innovation. On a réussi à repromouvoir l'installation de ce programme, parce qu'effectivement, des programmes pour soutenir l'innovation dans le champ techno, on en a, mais sur les sciences humaines appliquées, beaucoup moins. Et ça, c'est un problème pour l'ensemble des régions. Merci. Hugues, non, je vous en prie. Non, mais justement, parmi les communs, ce qui serait effectivement, il y a eu plusieurs régions, mais effectivement, souvent les programmes maintenant sont abandonnés, de permettre une recherche de la société civile, qui puisse convoquer les ressources, les compétences ensuite sur leurs problématiques, qui permettrait là aussi, en termes de coûts, d'être beaucoup plus efficace qu'attendre effectivement que les crises arrivent pour ensuite répondre aux problèmes. Donc là, il y a des tiers espaces de la recherche, des tiers-lieux de la recherche aussi, effectivement, à instaurer. Merci à vous, Grégory, Nicolas, Hugues, Marion et Manet. Et j'ai dit sans dire Bernadette. Merci, et sous vos applaudissements, évidemment.